Bonjour Laurent Pitard, Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, bienvenue à l'ICH Ouest. Vous êtes merci. cofondateur et co-gérant de Simplice. C'est une activité de syndic que vous avez créée il y a 1 an et demi, 2 ans, dans la région nantaise. Effectivement, on n'intervient que sur le métier de syndic de copropriété. On a vraiment souhaité développer cette expertise-là et sur tout le territoire de Nantes Métropole. Et voilà, on avait souhaité vous questionner justement sur, voilà, on a interrogé déjà quelques syndics et là on voulait vous questionner sur la question du changement d'affectation qui peuvent être des problématiques relativement quotidiennes de la vie d'une copro. Et peut-être la première question qu'on souhaitait vous poser, c'était quelles sont justement les précautions que vous êtes amené vous à prendre en tant que syndic quand un copropriétaire vient vers vous pour vous dire, voilà, il vous présente son projet de faire évoluer l'affectation à destination de son lot. Voilà, c'est une habitation, il souhaite engager une activité de boulangerie, par exemple, ou simplement changer la disposition de ses pièces. Il a une cave, par exemple, qu'il souhaite aménager en chambre. Euh, Oui, bien sûr. comment vous faites pour justement engager, pour conseiller peut-être déjà le copropriétaire? Quelles sont les précautions que vous prenez dans ce cadre-là? Et en fait, quand on a ce type de demande qui arrive au bureau, assez souvent, on a vraiment intérêt à être précautionneux, aussi bien pour le demandeur que vis-à-vis de la copropriété, parce que c'est un sujet qui peut assez rapidement devenir clivant si on vient modifier de manière significative l'affectation d'un lot. Donc, quand j'ai ce type de problématique à traiter, je vais réfléchir autour de 3 thèmes qui seront les précautions à prendre pour vraiment préserver le bien vivre ensemble. Évidemment, il y a un axe hyper important autour des travaux. Et pour terminer, dans 95% des cas, ça doit passer par une assemblée générale et on sait que cette réunion devra prendre toutes les précautions sous tous les aspects techniques, juridiques, pour faire en sorte que ça se passe bien. Alors, quand je disais préserver le bien vivre ensemble, en fait, alors le droit, c'est une chose, la pratique en est une autre. Vraiment, le syndic, il est tenu à son devoir de conseil. Il doit aussi bien appréhender tous les sujets autour d'un règlement de copropriété. Je pense notamment à un lot du rez-de-chaussée dans lequel on va changer une affectation pour y mettre, par exemple, une boulangerie ou un restaurant ou une restauration rapide. Eh bien, certes, ce n'est pas parce que le règlement de copropriété le prévoit, sans parfois même trop de contraintes. Il ne faut pas oublier que dans une copropriété à usage mixte, on va se retrouver aussi avec des gens qui habitent au-dessus, à côté, et que même si le droit autorise beaucoup de choses, eh bien, on doit appréhender la problématique des conséquences pour ceux qui y habitent. Donc, pour moi, la mission du syndic, elle ne va pas simplement se limiter à la gestion du bâtiment, mais vraiment bien à veiller également à ce que socialement, les choses soient comprises de part et d'autre des parties, et donc de prendre beaucoup de précautions autour de ça. À titre d'exemple, moi, quand j'ai démarré mon métier, il y a de ça maintenant un peu 17 ans, j'avais eu à gérer une enseigne, l'arrivée d'une enseigne de restauration rapide, de fast-food, pardon, et je me suis trop cantonné à qu'est-ce que me dit mon règlement de copropriété. Et dans mon exemple, quasiment tout était permis, sous réserve de ne pas créer des troubles anormaux de voisinage. Naïvement, je pensais que ça allait suffire à pouvoir faire comprendre aux parties qu'il n'y avait pas de problème et on n'avait pas vraiment le choix que de dire oui. Ça a été une erreur puisque j'ai mal appréhendé la réaction à l'époque qu'allait avoir mon conseil syndical, qui pour le coup, lui, attendait de ma part un maximum de conseils pour voir comment on pouvait éviter de voir arriver ce type de chaîne, puisque eux, leur opinion était de préserver le calme de la résidence.
Donc, en fait, la conclusion pour ce premier point, c'est moi, je conseille vraiment de bien poser les choses avec les tenants, les aboutissants, le pour, le contre, d'un point de vue aussi bien juridique que technique, et de laisser les copropriétaires, ou en tout cas le conseil syndical, arriver à la conclusion que, attention, les uns et les autres peuvent tomber dans des notions d'abus des parties, abus de droit de la part du syndicat des copropriétaires, mais peut-être aussi abus de propositions faites par celui qui souhaite changer l'affectation des lots. Bref, il faut rester le plus pragmatique possible, impartial également, et se rappeler qu'on marche toujours sur des œufs sur ce point-là. Ça, je dirais, c'est vraiment la partie pour le bien vivre ensemble. Après, il y a une notion, il y a une thématique qu'il faut appréhender qui sont les travaux. C'est quelque chose de souvent un passage obligé. Alors pourquoi les travaux? On a, lorsqu'on envisage de changer l'affectation, je reprends mon exemple de boulangerie, puisque finalement c'est le changement d'usage qui est je dirais, quand on quitte l'usage d'habitation ou une affectation à l'habitation vers des locaux professionnels, commerciaux ou même parfois l'immobilier d'entreprise, on va devoir envisager des travaux. Tout d'abord, rappeler les règles en matière d'obligation, parfois d'ouverture à distance en cas d'usage professionnel. Allez, je reprends un autre exemple. Un médecin, une profession libérale qui s'installe au premier étage, eh bien, la copropriété qui ne serait pas équipée d'interphonie qui permet d'ouvrir à distance la porte d'entrée, elle doit anticiper le fait qu'elle ne pourra pas refuser de laisser libre les accès parties communes de l'immeuble, sous réserve d'un timing précis, etc. Mais là, peut-être que le conseil du syndic, c'est d'envisager la mise en place d'une solution d'interphonie, de déclenchement à distance des portes d'entrée, peut-être même dans le cadre d'une négociation avec le demandeur qui, dans ce cadre-là, est prêt à envisager beaucoup de compromis. Premier point. On a également une thématique autour des éléments de gros œuvre du bâtiment. Tout ce qui va nécessiter, par exemple, la réunion de plusieurs lots avec le franchement d'un mur porteur. Et bien évidemment, on touche aux gros œuvres, ça nécessite derrière une décision d'assemblée générale, on y reviendra plus tard, ou la mise en place d'une fenêtre de toit. Donc, on doit appréhender et on doit alerter les parties sur les précautions à prendre en matière de responsabilité décennale des entreprises qui vont être appelées à intervenir sur la copropriété. Et je pense notamment à la souscription éventuellement d'assurance dommage ouvrage. Ensuite, les travaux, ça vient aussi modifier l'aspect extérieur de l'immeuble. On parle des enseignes, de l'éclairage, d'une éventuelle vitrine. Ça aussi, moi j'invite les parties à être le plus précis possible en matière de dessin, en matière de plan, de projection architecturale, pour qu'on n'ait aucune surprise au moment où on réaliserait les travaux après une autorisation. On a également tout ce qui va venir potentiellement modifier les conditions d'usage. Je pense notamment à la mise en place d'un climatiseur. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne doit pas parler de la mise en place d'horloges de fonctionnement ou installer les blocs de clim sur des cylindres blocs pour éviter les nuisances sonores. On doit aussi parler peut-être d'alarme. On parlait de boulangerie tout à l'heure. Eh bien, attention, quid de l'évacuation et du filtrage des fumées pour éviter les problématiques d'odeur, en tenant compte des distances réglementaires entre un ouvrant et le conduit de cheminée. Bref, on voit bien que ces travaux-là peuvent venir vraiment modifier l'aspect extérieur de l'immeuble. Et ça, c'est un point qui est à prendre en compte. Enfin, on a également tout ce qui va relever de la modification des réseaux, des flux d'énergie.
ou des systèmes de réseau informatique, etc. Est-ce qu'ils ne doivent pas passer par les parties communes? Est-ce que l'installation envisagée, est-ce que l'installation électrique va pouvoir supporter la puissance complémentaire demandée? Ça aussi, ce sont des thématiques qu'il faut absolument réfléchir avec le demandeur. Et on a un point également très important qui relève des travaux en matière d'accessibilité PMR. Ce sont des thématiques aussi à ne pas négliger dans le cadre d'un projet de changement d'affectation. Et enfin, j'en parle souvent à mes clients lorsque je suis sollicité pour ça, c'est tout ce qui va relever de l'hygiène et de la sécurité, et notamment la sécurité incendie. Par le passé, j'ai été appelé à participer à l'incendie de la cantine numérique qui a fait couler beaucoup d'encre sur la place de Nantes. Une des thématiques qu'il a à un moment donné fallu vérifier pour être certain que la responsabilité du syndic ne soit pas engagée, c'était finalement la capacité coupe-feu d'un local qui avait été mis à disposition pour entreposer les poubelles et les cartons liés à l'usage de certains bureaux. Bon, bref, vous voyez bien qu'on est sur quelque chose qui peut engager la responsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires de manière assez brutale si on n'anticipe pas tout ça. En tout cas, voilà les thématiques que moi, j'essaye d'appréhender ou en tout cas d'éclaircir au moment d'un projet de ce type. C'est sûr qu'on voit assez explicitement dans ce que vous indiquez que un changement d'affectation sur le papier, ça peut être assez rapide, ça peut être assez simple et que finalement, il y a énormément de choses à envisager derrière et à anticiper. Et c'est vrai qu'en tant que syndic, vous avez un rôle de conseil et voire même de médiateur, puisque ce que vous expliquez au départ, c'est effectivement la question de la mixité et du vivre ensemble. Et effectivement, le fait de bien entendre les attentes de chacun, le copropriétaire ou les copropriétaires, le conseil syndical, pour effectivement préparer à l'éventuelle modification. On voit que c'est un rôle assez large pour le coup. Et justement, si on va un peu plus précisément sur cette question-là, vous avez évoqué à plusieurs reprises effectivement la question de l'Assemblée générale. Une fois que la demande est faite, une fois que le projet est présenté un peu plus précis, etc., qu'on a bien dessiné un peu les contours de ce projet et des éventuels impacts sur la copropriété, que ce soit sur le bâtiment ou sur les usages, comment vous y prenez justement en cas de l'AG, que ce soit sur l'organisation ou la manière de rédiger peut-être les résolutions, quels sont les méthodes que vous employez dans ce cadre-là? Alors, effectivement, de toute façon, l'Assemblée générale est le passage obligé pour sécuriser le dossier, pour que tout le monde puisse officiellement dire « je suis d'accord » et on donne le top go des travaux. Donc, l'Assemblée générale est clé. Alors, je passe sur toutes les difficultés du moment actuel avec la crise sanitaire et de nos difficultés parfois à organiser nos assemblées générales en présentiel, qui nous privent d'un lieu de débat, même si la visio est un recours possible. Il s'avère que pour l'instant, quand on est sur une assemblée générale au-delà de 150 lots, il est difficile d'avoir une assemblée générale en visioconférence extrêmement sereine ou en tout cas permettant de répondre à toutes les questions. Alors, prenons l'exemple de l'assemblée générale en présentiel, telle qu'on la connaît et telle que je l'espère, on va la retrouver prochainement. Je distingue plusieurs choses dans mon ordre du jour. Évidemment, quand bien même une récente jurisprudence commence à nous autoriser à réfléchir sur une question qui pourrait regrouper de manière globale un certain nombre de points, sur une thématique de changement d'affectation, moi je respecterais vraiment l'autonomie de chaque résolution d'Assemblée générale, quitte à en faire peut-être plus que moins. Donc, tout d'abord, premier
première thématique à faire voter. Alors après, il n'y a pas un ordre précis, mais l'idée, c'est que, de mon point de vue, je listerai les points suivants. Évidemment, faire voter sur le changement d'affectation lorsque l'usage du lot, ou pire encore sa destination, le nécessite. Deuxièmement, je ferai toute une thématique de résolution autour des travaux envisagés. Avec, je reprends mon exemple de franchement de mur, par exemple, exiger une note d'un ingénieur structure béton pour veiller à ce que les poutres de renfort soient correctement calibrées, exiger également dans ce cadre-là d'avoir un homme de l'art qui va réceptionner les travaux, éventuellement également les suivre. Si on est sur une installation de fumisterie à adapter ou à installer, eh bien, je demanderai l'étude d'un bureau fluide qui viendrait nous expliquer les besoins en la matière. Donc, vous voyez, les travaux, ce sont des résolutions spécifiques et qui seront illustrées par des études ou par des éléments très concrets en matière de devis ou de travaux, avec évidemment une vérification des assurances de responsabilité civile professionnelle de chaque partie qui viendrait voilà, intervenir au niveau des travaux, et avec également, si on est sur des travaux de nature décennaux, de réclamer une assurance dommage-ouvrage. Voilà. Je précise également au niveau des travaux que le constat d'huissier qui est complètement légitime à réclamer avant le démarrage des travaux, eh bien, que ce constat d'huissier sera aussi un point de départ d'état des lieux, et que si, à l'issue des travaux, des dommages survenaient, dans ma résolution d'Assemblée générale, je rappellerai également que le demandeur reste responsable vis-à-vis des dommages à venir liés à ces travaux. Donc, je pense que c'est important de le rappeler et de l'acter dans le procès verbal d'Assemblée générale. Alors, une fois qu'on a parlé de l'affectation, des travaux, l'Assemblée générale, elle doit aussi se prononcer sur un point qui est non négligeable, l'éventuel modificatif du règlement de copropriété. Si, de par la nature de la nouvelle affectation du lot, on venait aggraver de son fait les charges de copropriété, eh bien, il faut que le règlement de copro puisse en tenir compte. Quand bien même on aurait des clauses, on connaît toutes ces clauses inscrites par avance dans le règlement de copro qui permettraient de déjà mettre en place des nouvelles règles. On sait que la jurisprudence aujourd'hui est très critique sur ces clauses-là. Et moi, je préfère utiliser la technique de valider un modificatif de règlement de copro pour éventuellement modifier les charges. L'exemple tout bête, hein, c'est le libéral, le médecin qui arrive au 3e étage et, de par sa patientèle, va solliciter de manière beaucoup plus importante l'ascenseur. Donc, il n'est pas illogique et illégitime de la part des copropriétaires de réclamer un recalcul des coefficients utilisés pour cet élément d'équipement. Donc, je pense que c'est important de le valider. Alors, je sais que dans la pratique, ce n'est pas si simple parce qu'il y a une première décision qui va consister à valider la mission du géomètre expert qui sera appelé à le faire. Et il y aura une autre décision qui devra valider la nouvelle grille de tantième, de charge spéciale ou charge d'éléments d'équipement, et ce qui parfois vient se télescoper avec un planning serré de la part du demandeur pour pouvoir installer sa nouvelle activité. Bon, soyons agiles et faisons au mieux sur ce point-là. Mais en tout cas, je pense qu'il est prudent de le prévoir. Et donc, en la matière, moi, je reste vraiment très, très prudent sur la manière de
de rédiger mes résolutions avec l'utilisation du sous-réserve de pour que la copropriété, on ne vienne pas lui reprocher d'avoir donné son accord de fait sans tenir compte justement des conditions qu'ont permis de donner cette autorisation. Ouais. Donc, je le souligne de manière très appuyée dans mon procès-verbal d'Assemblée générale. Donc voilà un petit peu… oui, Laurence. Non, mais alors, ce que je voulais finir là-dessus, c'est vrai que ce qui entraîne finalement un potentiel contentieux d'annulation d'Assemblée générale, du point de vue du demandeur, c'est aussi la copropriété ou le copropriétaire qui décide d'assumer manifestement une position d'abus de droit. Donc, on rentre dans des dynamiques précontentieuses qu'il faut absolument éviter et essayer, voilà, en ayant toutes ces pièces justificatives préalablement à l'envoi de la convocation, avec une réunion de travail en présence du conseil syndical et du demandeur, je dirais que tout ça, c'est de nature à essayer de limiter les tensions futures et de prendre une décision de manière la plus sereine possible. Ouais. On voit bien, effectivement, c'est vrai que vous évoquiez au départ toute la question des précautions, des discussions que vous allez avoir avec le copropriétaire, le demandeur, le conseil syndical, et après la question de l'AG, parce que finalement, c'est beaucoup de sécurisation ici, et afin d'éviter un maximum la naissance de litiges. C'est vrai que on pourrait se dire, c'est vrai que de vouloir sécuriser comme ça peut être assez dangereux parce que peut-être le syndicat refuserait parce qu'effectivement, d'un coup, il y a beaucoup de choses à faire ou certains frais. Peut-être on pourrait se dire que le copropriétaire déciderait de se passer de l'AG. Mais c'est vrai qu'en prenant les précautions que vous évoquez dès le départ, ça peut effectivement permettre de faire les choses de manière la plus transparente possible, finalement. Donc, vous soulignez les frais. Rien n'empêche, moyennant un accord écrit et des dispositions claires sur le sujet, que le demandeur assume la prise en charge de la totalité des frais exposés. C'est à chaque fois ce qui se passe dans la vie pratique du syndic, c'est que justement, on va limiter les frais exposés à la copropriété pour tout ça. Ouais. On voit bien. Alors, il y a peut-être aussi un autre point qui dérape un peu sur le sujet initial, mais qui n'est pas à négliger. C'est vraiment aussi tout l'aspect lié aux enjeux d'urbanisme, de code de construction et de l'habitation. Là, on a fait un focus dans notre échange autour des contraintes liées à la copropriété. Mais moi, ce que je rajoute également dans mes décisions d'Assemblée générale que je rédige dans les procès-verbaux, c'est un rappel sur la nécessité de malgré tout faire une déclaration préalable ou éventuellement une demande de permis de construire sur la nature des travaux, et que la force publique, aujourd'hui, a aussi son droit de regard et aussi ses contraintes en termes d'urbanisme. Quand on veut transformer un logement en bureau, eh bien, on a des contraintes liées, par exemple, à un nombre de stationnements minimum à obtenir pour imaginer cette transformation-là. Donc ça, ce n'est pas une problématique qui regarde la copropriété, c'est plus une problématique d'ordre urbanistique, mais ça s'anticipe et je pense que dans le devoir de conseil du syndic, il est bon de le rappeler également à celui qui en fait la demande initialement. Ouais, complètement. Des changements d'affectation en location courte durée, par exemple, on bascule dans des activités type commerciales, et bien là aussi, il y a des enjeux différents. Ouais. Donc, il faut appréhender de manière le plus large possible les enjeux du changement d'affectation. Oui, le droit de la copropriété, ou en tout cas le cadre de la copropriété n'est pas la seule contrainte. Donc, c'est sûr qu'on voit ici le rôle important du syndic, qui est dans le cadre de son devoir de conseil, finalement, d'alerter les copropriétaires. Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Pitard, pour… Je vous en prie, Laurence, c'était un plaisir.
C'est vraiment très clair et je pense qu'on pourra se servir de ces quelques éléments présentés à nos étudiants, par exemple. Lycée Eh Chouette. ben, avec plaisir. Merci beaucoup. À très Merci pour bientôt. votre invitation, Laurence. Au revoir, Laurent. Au plaisir.